VIH. Le virus est présentement un élément éloigné des sujets des nouvelles qui parfois on dirait qu'il n'existe plus. C'est vrai que le VIH ne fait plus autant peur que dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, une personne peut prendre des médicaments et rendre le virus indétectable, donc intransmissible. Mais les investissements mondiaux dans la lutte contre le VIH ont diminué. Le Canada n'a pas augmenté son financement dans la recherche depuis 2008, même si le nombre de personnes vivant avec le virus a augmenté de 25 À Montréal, ce sont 10 000 personnes et elles ont besoin d'aide. Pour ça, je vous invite à recevoir la Maison Planquer, un organisme qui soutient les personnes vivant avec le VIH et mène présentement une campagne de financement. Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Je suis ravi de recevoir ici à notre plateau de tournage le président du conseil d'administration de la Maison Planquer, Claude Lalande. Bienvenue, Claude. Merci, Fernando. C'est un plaisir d'être ici. Je vais te demander tout de suite, est-ce qu'on peut se tutoyer? J'ai dit ça juste parce que moi et Claude, on a déjà fait plusieurs trucs ensemble. Alors, on se connaît depuis 3 ans environ. C'est pour ça que je demande normalement, c'est vous voir là, ici. Oui, mais je suis tout à fait à l'aise avec tu. Parfait, parfait. Pour commencer, je voulais juste essayer de faire un rayon X de c'est quoi aujourd'hui vivre avec le VIH, avec quelques données là. Et par rapport aux données de ONU-SIDA, alors, à chaque minute, 3 personnes sont infectées par le VIH au monde. Une jeune femme ou une adolescente contracte le VIH toutes les 3 minutes. Alors, c'est-à-dire, au bout de cette entrevue, on va voir peut-être environ 5 ou 10 nouvelles infections. Et au Canada, 63 000 personnes vivent avec le VIH, dont 10 000 ici à Montréal. Et Claude, ma première question, en fait, ça serait plutôt de savoir c'est quoi les messages de la Maison Planquer cette année, vu que vous êtes en train de faire une campagne de financement, qu'on va parler, on va y aller au détail dans quelques minutes là. Mais c'est quoi en gros le message de la Maison Planquer? Bien, le message, c'est que nos gouvernements qui devraient financer la lutte au VIH se sont pas mal désengagés de leur mission première d'éradiquer cette maladie-là. Et le Canada et Montréal, entre autres, se sont engagés à respecter les cibles de l'ONU-SIDA qui veulent qu'en 2030, on ait le 95-95-95, c'est-à-dire que 95 des personnes se font dépister, que 95 des personnes qui sont trouvées positives suivent un traitement efficace et que 95 de ces personnes-là se trouvent à être indétectables. Et la raison pourquoi c'est important, c'est parce que si on est indétectable, on est intransmissible. Donc, c'est la façon, en s'assurant que les personnes qui sont atteintes du VIH deviennent indétectables, donc qui ont un traitement différent, ne transmettront pas la maladie. Si tout le monde avait cette information facilement dans ses mains, là, qui vraiment être indétectable, c'est être intransmissible, penses-tu qu'on aurait encore du préjugé? Et je profite pour te poser la question, est-ce qu'il y a encore beaucoup de préjugés par rapport aux gens qui vivent avec le VIH? Oui, beaucoup de préjugés, puis ça peut varier selon la communauté où on appartient. Par exemple, à Montréal, il y a des personnes qui sont des jeunes hommes
qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Et c'est le groupe où le VIH augmente le plus en ce moment à Montréal. Alors, déjà, le message ne passe pas auprès de cette communauté-là. Et il faut faire mieux. Puis, les organismes communautaires font un gros effort pour atteindre cette population-là. Mais il y a aussi d'autres groupes, comme par exemple les communautés qui sont issues de l'immigration. Il y a beaucoup de tabous et de préjugés, que ce soit d'origine religieuse ou d'origine culturelle, qui font que les personnes vivant avec le VIH ne se dévoilent pas. Et il y a beaucoup de préjugés qui sont un obstacle au traitement. Si les gens ne se sentent pas à l'aise de se dévoiler, c'est un obstacle. Ils n'iront pas se faire traiter, puis ils ne deviendront pas intransmissibles. Puis il y a un autre facteur aussi au Canada qui est important, c'est la criminalisation. Si une personne a un rapport sexuel non protégé, mais ça, le non protégé, on pourra revenir à ce que ça veut dire. Mais un rapport sexuel avec une autre personne, cette personne-là qui est atteinte du VIH pourrait avoir des poursuites criminelles contre elle. Parce que le Code criminel prévoit des sanctions très graves pour ces personnes-là. Alors, il y a des personnes dans leur mentalité, il y a mieux pas savoir. Et là, ils ne peuvent pas être accusés d'avoir caché l'information parce qu'ils ne la savaient pas. Mais s'ils ont le VIH, ben, ils sont plus dangereux qu'une personne qui sait qu'elle a le VIH et qui est intransmissible. Alors, ça, c'est un gros obstacle aussi. Oui, parce que quand on parle de santé, c'est toujours compliqué l'histoire de ne pas savoir ou ne pas arriver à la personne qui peut avoir les virus et tout ça. Ouais. Je pense que peut-être pour les gouvernements et pour les institutions de santé, peut-être ça peut être le principal enjeu, là, ne pas le savoir. C'est pour ça que je pense que la cible 80-15 que tu as parlé au début de l'émission, c'est vraiment important parce que quand on détecte les gens, on peut les traiter, non? C'est un peu dans ce sens-là. Ouais. Et je voulais parler de la maison Planquer en tant que telle, pour les gens qui ne connaissent pas la maison Planquer. C'est quoi exactement? Ça fait déjà 30 ans ou 31, je suis un peu perdu, ouais. 31 ans cette année. Et c'est une maison qui est là vraiment pour aider les personnes qui vivent avec le VIH. Parce qu'on vient de parler là que c'est possible d'être indétectable, c'est possible d'avoir des médicaments qui vont aider le traitement, mais je pense que ça ne va pas être une vie complètement, tout à fait de la même façon que la personne vivait avant, non? Non, c'est ça. Il y a beaucoup des personnes qu'on accompagne, là. Donc, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui vivent avec le VIH, surtout celles qui ont besoin d'un coup de pouce, soit pour des raisons financières, des raisons d'accès au logement, des raisons d'accès aux soins. Donc, on les accompagne dans leur cheminement pour se faire traiter, pour avoir un logement abordable si c'est une problématique. Et on se rend compte, les gens de ma génération et plus âgés, ben, on est des personnes qui, au moment d'un diagnostic, comme moi en 96, on ne savait pas qu'on vivrait très longtemps. Notre espérance de vie était très limitée. Même au moment des trithérapies, on nous disait peut-être que ça va durer une dizaine d'années de plus, que vous allez être en santé. Mais les personnes qui vieillissent avec le VIH n'étaient pas forcément préparées à vieillir. Et puis, il y a un paquet d'autres problématiques
qui surgissent. On accompagne des gens qui, en plus du VIH, vivent avec un cancer ou des problèmes de mobilité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec le VIH qui ont des neuropathies, c'est-à-dire des problèmes du système nerveux qui affectent leur mobilité, tout ça. Vous offrez aussi ces genres d'accompagnement, que c'est vraiment important, mais aussi du dépannage alimentaire et d'autres choses, non? Oui, on accompagne des personnes qui vivent avec le VIH à leurs rendez-vous médicaux. Comme ça, on maximise leur traitement. D'ailleurs, c'est une partie de mon bénévolat que j'aime beaucoup parce que ça donne l'occasion. Quand on est président du conseil d'administration, c'est une chose. On parle de chiffres, on parle de tout ça, mais le contact avec des êtres humains qu'on sert et à qui on veut du bien, ça nous recentre sur notre mission principale. Alors, il y a ça, mais il y a aussi des activités pour briser l'isolement. Donc, on a un centre de jour, des repas communautaires par et pour les personnes vivant avec le VIH, ça s'appelle les soupers Agora. On a aussi des interventions à domicile, puis on a des programmes qui s'adressent aux jeunes familles qui ont des enfants. On a des programmes qui s'adressent aux personnes vieillissantes, justement. Oui, Intervention à domicile, oui, c'est ça. Non, c'est vraiment intéressant. Moi, je peux parler parce que TCF a été à la Maison Planquer pour faire des vidéos là-bas. Et c'est vraiment un environnement, je dirais, heureux, là, parce que les gens étaient contents. Je ne sais pas si c'était juste à cause de la vidéo, parce que normalement, quand il y a des caméras, les gens s'y déguisent un peu, on dirait. Là. Mais c'était vraiment, tout le monde était content, tout le monde était heureux. Et on voyait qu'il y avait peut-être des amitiés qui se sont faites là-bas. J'imagine que ça se déroule de cette façon pendant toutes les activités que vous faites, non? Oui, c'est une communauté, en fait, qui est tissée assez serrée, mais on va chercher aussi des publics qui étaient pas là au début. Donc, au début, c'était presque à 100% des hommes gays. Parce que ça a été une des premières populations visées. Puis se sont ajoutés les femmes surtout et les hommes issus de l'immigration. On parle de l'Afrique du Nord, on parle d'Haïti, qui ont été identifiés assez tôt dans le processus. Alors, on rejoint ces personnes-là de différentes façons, mais je pense qu'on tissent des liens de confiance assez bons. Puis, en sortant les gens de leur isolement, ben oui, ils se forment nécessairement des amitiés. C'est beau à voir. Oui, non, réellement. Et vu qu'on parle de la maison Planquer, vous avez un enjeu par rapport au financement, comme beaucoup d'organismes communautaires. Ouais. J'ai mis TCF-TV dans ces paquets-là. Mais bon, cette année, vous avez fait tout. L'année passée aussi, il y avait une vidéo, c'était TCF qui a fait aussi. Et cette année, on va voir la vidéo de votre campagne de financement, qui, je peux vous dire que c'est vraiment beau, là. Les investissements mondiaux dans la lutte contre le VIH ont chuté de 6 % en 2021 par rapport à 2010. La pandémie de la COVID-19, les guerres, dont celle en Ukraine, les changements climatiques, les crises mondiales ont fait reculer la lutte contre le VIH. Le Canada n'a pas augmenté son financement dans la recherche contre le VIH depuis 2008. Alors que le nombre de personnes vivant avec le VIH a augmenté de 25 %. Elles sont 63 000 au Canada. Dont 10 000 à Montréal seulement. Plus que jamais, la réponse communautaire compte. Elle est cruciale. Maison Planquer comprend qu'on ne vaincra pas le VIH uniquement avec des pilules.
Il faut une approche holistique, globale. Nos programmes visent à assurer le bien-être des personnes vivant avec le VIH. Le souper Agora, c'est une occasion de se retrouver ensemble puis d'oublier tous nos problèmes. On fait de la bouffe et on mange puis on adore ça. Je l'ai adopté, c'est ma maison, c'est ma famille, c'est mes frères, c'est mes sœurs. J'ai ma maman, j'ai mon papa. Maison Plein Cœur m'a accompagné dans mon dévoilement public comme personne vivant avec le VIH, ce qui a été très libérateur. Et surtout, pendant la pandémie, Maison Plein Cœur a été là pour moi. Moi Moi, Moi et moi. On sait qu'une personne dont les besoins de base sont satisfaits prend mieux soin de sa santé. Elle prend ses médicaments et demeure indétectable, donc intransmissible. C'est ainsi qu'on vaincra le VIH. Une personne à la fois. Une personne à la fois. Maison Plein Cœur. Une histoire de cœur et de vie. Bon, Claude, on vient de voir la vidéo qui, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve encore plus belle. Là. Ça n'a rien à voir parce que c'était CF qui a pu faire. Là. Mais j'ai dit, on laisse la blague de côté, là, mais c'est vraiment un honneur de pouvoir participer de cette campagne-là. Et je voulais savoir plus de détails par rapport à la campagne. En fait, vous voulez avoir 50 000 $ à la fin de la campagne, c'est ça? C'est ça. L'objectif est le même que l'an dernier, 50 000 $. Et ça sert pour expliquer aux gens exactement à quoi, là, est-ce que cet argent va rentrer? C'est vraiment pour le fonctionnement? C'est pour des projets spécifiques? En fait, c'est pour le fonctionnement parce qu'il y a beaucoup de subventions et malheureusement, le communautaire, c'est qu'il y a beaucoup de subventions par projet. Et puis, il y a des trous à remplir dans le fonctionnement de l'organisme. Mais on contribue aussi au projet, là où les besoins sont les plus grands. Vous êtes combien présentement à la Maison Plein Cœur au complet, là, des employés, des bénévoles? Ça fait combien de monde? On est pas loin d'une vingtaine d'employés. Ah, OK. Et on a, bon an, mal an, une cinquantaine de bénévoles. OK. Et vous aidez combien? Vous soutenez combien de... Pré-pandémie, c'était 300. Là, on a perdu des joueurs. Puis, justement, un des efforts qu'on fait, c'est de retrouver ces personnes-là qui étaient... Parce qu'on a maintenu des connexions virtuelles, on a fait des centres de jour virtuels, etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas suivi. Alors, on va essayer de remonter à ce niveau pré-pandémie de 300. Mais cet aspect, ça a été la vérité pour plusieurs organismes, en fait. C'est ça. Surtout des organismes qui sont vraiment à côté du monde, là. Ouais. À s'adapter au virtuel, c'est un enjeu presque, c'est un obstacle énorme, là. Ouais. On comprend bien ça. La campagne, elle va y aller jusqu'à quand, en fait? La campagne est prévue jusqu'au 31 décembre. Okay, alors, on a la fin de l'année. Mais j'imagine que même après ça, si les gens veulent, ils peuvent toujours faire des dons. Non? Les gens peuvent faire des dons, puis c'est plus simple pour certaines personnes de donner, de faire un don mensuel. Ils peuvent aller sur notre site et faire un don mensuel. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a que des dons tous aussi importants les uns que les autres. Non, c'est vraiment intéressant ça. Je trouve les projets, les travaux que vous faites vraiment importants pour la communauté. Et je voulais parler encore d'un autre sujet, si on revient, parce qu'au début de notre rencontre ici, on a parlé un peu des enjeux par rapport aux gens qui vivent avec le VIH. Et avant de commencer l'entrevue, on a discuté un peu du accès aux médicaments.
Et l'histoire du VIH et les médicaments, elle est une histoire longue qui touche aussi la question des levées des brevets des médicaments parce qu'au début, quand en fait le virus a été découvert, il y a eu, je ne sais pas si j'utilise les bons mots, j'ai toujours peur, mais il y a eu comme une sorte d'épidémie dans quelques endroits. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Ça a été classifié comme ça? Ou... Ben, c'était en fait une pandémie. Une pandémie. Parce que ça a été... la COVID, c'était la deuxième pandémie que j'ai vécue parce que c'était mondial. Oui, oui, oui. En fait. C'était surtout, il y a eu cette, on pourrait dire, cette explosion des cas. J'imagine que même les personnes vivaient avec le VIH peut-être avant, mais quand il y a eu vraiment des dépistages pour que les gens puissent avoir accès et savoir qu'ils avaient les virus. C'était fin des années 80, début de 90, c'était plus ou moins ça? Ben, le virus a été découvert par des Français au début des années 80. Là, les premiers cas étaient en 81. Quelques années plus tard, ça a été découvert, mais les premiers traitements n'étaient pas efficaces. C'est un virus qui mute beaucoup. Alors, il développait une résistance très rapide aux thérapies qui étaient développées. Et il a fallu aussi demander et exiger des pharmaceutiques en 89 à la conférence de Montréal, justement, donnez-nous accès aux médicaments à ce moment-là. C'est qu'en 96, mon timing était très bon, là, que les trithérapies plus efficaces se sont développées. Là. Mais il y a encore des obstacles à l'accès aux médicaments, puis pas seulement dans d'autres pays, mais au Canada en particulier, il y en a. Parce qu'il y a des personnes à cause, sur les plans d'assurance médicaments, comme celui de la RAMQ au Québec, là, il y a des franchises qui sont quand même importantes. Puis il y a des gens qui travaillent au salaire minimum, qui doivent, certains mois, faire le choix entre est-ce que je vais manger, avec la crise du logement, est-ce que je vais me loger? Puis, troisièmement, est-ce que je vais avoir accès à mes médicaments? Parce qu'une franchise qui peut atteindre 1 000 $, ça fait une grosse différence pour une personne qui est vraiment au salaire minimum, puis avec le coût des logements. Mais ça, il y a des personnes comme moi, retraitées, avec un très bon plan d'assurance. Mon 2 500 $ par mois de médicaments, il est couvert par mon assurance avec une petite franchise. Puis moi, j'ai pas de problème d'accès, mais je pense aux personnes qui sont dans des conditions plus précaires. Puis la précarité existe beaucoup au niveau des personnes qu'on sert à Maison Plein Cœur. C'est sûr que ces personnes-là ont souvent des choix déchirants à faire. Est-ce que vous faites des interventions de ce côté-là aussi pour essayer d'aider ces gens-là, peut-être avec plus d'informations, je ne sais pas? Oui, tout à fait. La résidence temporaire qu'on a un loyer très modique. Donc, des personnes qui sortent de la rue et qui veulent se réintégrer et se reprendre en main, ont un soutien à ce moment-là de notre part pour les aider à budgéter puis à faire ces choix-là. Oui, c'est un choix des mois à faire vu qu'ils ont un logement. Alors, c'est vraiment intéressant, ça. Je reviens là juste parce que j'ai noté une information que j'ai trouvée très intéressante. Le Brésil a été le premier pays au monde, en fait, à vraiment faire un effort, une bataille pour lever les brevets du médicament. Et ça a eu lieu en 1997. Et grâce à ça, en fait, plus de 100 000 personnes qui étaient malades à cause parce qu'elles vivaient avec le VIH ont pu avoir accès. Il y a un énorme programme de distribution de médicaments gratuits là-bas. Alors, c'est juste une information à
à ajouter parce que je ne faisais aucune idée que ça pourrait coûter presque 3 000 $, tu m'as dit, en fait. 2500 dans mon cas, mais ça peut être Mais ça plus change de personne à personne. de personne à personne parce qu'il y a des mix différents. Mais le Canada ne fait pas bonne figure là-dedans parce qu'il n'y a pas eu d'effort au niveau du coût des médicaments et des brevets. Le seul petit effort qu'on a vu au milieu de la conférence internationale qui a eu lieu à Montréal cette année, c'est que le gouvernement fédéral a investi un peu pour les tests de dépistage gratuits, les autotests. Ça, c'est déjà un petit progrès, mais c'est loin d'être suffisant. Et on arrive presque à la fin. J'aime toujours terminer mes entrevues reprenant un peu l'idée du début. Il y a une phrase que tu as dit au début qui la Maison Blanquer fait un effort, mais j'imagine qu'aussi le gouvernement du Canada pour arriver à la cible de 95, 95, 95, c'est-à-dire avoir 95% du dépistage, des traitements. Et le troisième, je ne me rappelle pas, peut-être. C'est l'efficacité du traitement pour rendre intransmissible. Parfait. Est-ce que nous sommes loin? Ça dépend des régions. À Montréal, on n'est pas si mal en ce moment, bien que je pense qu'on a pris du retard pendant la pandémie. Mais pré-pandémie, on était en bonne voie d'y arriver. Mais dans les régions, dans les populations des Premières Nations, par exemple, on est très, très loin de la cible. Est-ce qu'on peut comme plus ou moins dire un chiffre là ou je vais dire en général là parce que je sais que les statistiques là-dessus peut-être c'est difficile. Oui, je pense que la dernière fois que j'ai regardé les statistiques, on était dans les 80% ici à Montréal, mais beaucoup moins dans certains milieux. Non, si ici nous sommes à 80, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Oui. Claude, j'aimerais vraiment te remercier d'être là et de dire aussi pour les gens de regarder votre site web, vous renseigner, que les gens puissent se renseigner par rapport à la Maison Blanquer, parce que c'est un très beau travail que vous développez depuis 30 ans. Alors, c'est ça mon message. Je voulais te remercier parce que je viens d'interviewer les directeurs, pas directeur, Claude, les présidents du CA de la Maison Blanquer. Merci beaucoup, Claude. Bien, merci à toi. Ça a été un plaisir. Et à vous, je vous dis à bientôt et restez à l'affût de tcftv.ca. Au revoir.